Salut à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine qui donne la parole aux auteurs d'œuvres littéraires et autres. Le développement durable pour tous en 2030, c'est le grand rêve de l'Organisation des Nations Unies. Pour cela, il faut une stratégie de collecte de l'impôt qui soit novatrice et efficace. C'est le fond de sauce du nouvel essai d'Alain Symphorien Ndjala-Biloa, ouvrage intitulé Un système fiscal international 3G pour financer le développement durable. Un titre qui déflore la position et l'angle de réflexion de l'auteur sur le sujet. On croit savoir que pour lui, il faut une réponse globale et concertée à cette crise de collecte fiscale qui parfois prend des tournures locales, voire internationales et mondiales. Alain Symphorien Ndjala-Biloa, bienvenue dans cette émission. Merci, Sachou. Alors, vous êtes la père d'un troisième enfant littéraire, c'est la littérature économique, bien sûr. Ça va bien, cette procréation? Vous êtes tout à fait à l'aise, c'est facile? J'essaie de me mettre à l'aise, même si ce n'est pas facile. La preuve, c'est que les produits continuent à sortir au rythme de 2 ans à peu près. Alors, on constate qu'il y a un tronc commun. C'est la même problématique que vous développez depuis le premier ouvrage jusqu'à celui-là. Vous êtes un défenseur acharné de la cause de l'impôt. Oui, déjà de par mon métier, parce qu'il faut le dire, je suis inspecteur des impôts. J'ai servi à la direction générale des impôts pendant une dizaine d'années avant de continuer à servir l'État ailleurs. Et je me suis mis dans la réflexion pour essayer d'approfondir la réflexion au niveau à partir des programmes de développement qui sont déployés dans le monde. Mon premier ouvrage portait sur la vision 2035, fiscalité levée pour l'émergence des pays africains de la zone franc. Le premier ouvrage, la fiscalité levée pour l'émergence des pays africains de la zone franc. Alors, est-ce que on peut dire que l'impôt est à la peine? Oui, l'impôt est à la peine. Les États sont à la peine dans la collecte de l'impôt et c'est connu de par le monde. Tous les États du monde entier ont de plus en plus de difficultés à mobiliser la ressource fiscale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant l'adoption des objectifs de développement durable en septembre 2015, tous les États du monde entier se sont retrouvés à Addis Abeba, dans le cadre de la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Et justement, l'une des questions qui a été abordée, parce que lorsqu'on lance un programme économique comme les EDD, il faut savoir quel est l'élément sur lequel on va s'appuyer pour le financer. Et donc, l'impôt étant la source de revenus la plus sûre pour un État, la source de revenus pérennes sur un État, les États se sont rendus compte lors de cette conférence que tous les États étaient à la peine dans la mobilisation de cette ressource fiscale à cause de l'évasion fiscale internationale. C'est la raison pour laquelle les questions de coopération internationales en matière de fiscalité ont été longuement discutées et abordées lors de cette 3e conférence internationale sur le financement du développement. Et l'une des résolutions qui avait été prise, c'était justement de renforcer la coopération internationale en matière de fiscalité. Et je dois même dire que cette résolution rentre dans l'objectif numéro 17. Quand vous voyez, l'ODD numéro 17 porte sur les nouveaux partenariats en vue du financement du développement durable. On va revenir sur ça. La question, je la posais. Si on commençait peut-être par nous-mêmes, puisque quand vous parlez global, on peut partir du local. Au niveau des États, États-nations, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire que la dématérialisation générée par la mondialisation réduit pratiquement à la portion congrue les États, l'État-nation dans la collecte? Oui, la dématérialisation, la migration de l'économie, pour utiliser les termes à la mode, et la globalisation réduisent les capacités des États à mobiliser les ressources fiscales. Pourquoi? Déjà parce qu'avec la numérisation de l'économie, les États... La numérisation du monde, parce que l'économie... Le monde, oui, la numérisation du monde. Les États éprouvent des difficultés à mobiliser les impôts parce que les règles fiscales qui ont été établies à l'époque n'étaient pas faites sur la base d'une économie virtuelle qui se fait sur des machines, sur des transactions qui se font derrière les machines. Ces règles étaient déterminées sur la base des transactions économiques visibles et retraçables physiquement et qu'on pouvait encadrer à l'intérieur d'un territoire. Or, au jour d'aujourd'hui, vous avez, à partir justement de la numérisation des économies, des acteurs économiques qui, de par le monde, peuvent faire des opérations à n'importe quel endroit du monde sans avoir besoin d'y être installés. Alors, qu'est-ce qui est en cause? C'est la mondialisation néolibérale. On sait qu'il y a
ces nouvelles lois, d'aucuns l'appellent la menthe religieuse, avec son nouvel évangile, ces nouvelles lois détricotent l'ancien monde de cette manière-là. On a vu venir quand même, non? Disons que tout est en cause et tout est lié. La mondialisation est liée à la numérisation de l'économie. D'ailleurs, la numérisation, les nouvelles technologies de l'économie accompagnent la mondialisation, la diffusent et facilitent cette mondialisation. Donc tous ces éléments sont liés et tout est pratiquement en cause. Sauf que les États sont en retard par rapport à tout cela. Ce n'est pas les États qui ont organisé la mondialisation, c'est plutôt les multinationales, avec les nouvelles technologies, avec les capacités d'investissement. Assez relatif, parce que vous ne l'avez pas dit dans votre ouvrage, mais on sait que derrière le néolibéralisme, il y a la domination d'un seul. Il y a des machines qui pensent pratiquement la domination mondiale et utilisent des entreprises et multinationales comme chevaux de Troie. Oui, ça aussi c'est vrai. Mais sauf que ces États-là eux-mêmes sont dépassés par les monstres qu'ils ont eux-mêmes créés. Vous voyez, puisque vous parlez des États-Unis, j'imagine, les États-Unis même sont à la remorque par rapport aux opérateurs comme Google, toutes les multinationales américaines qui sont en train de cumuler le monde et que le gouvernement américain même n'arrive pas à fiscaliser comme il se devait. Donc, ça dépend de l'angle sur lequel on prend l'affaire. Si on reste sur le plan de la fiscalité, j'ai dit la globalisation de l'économie est un problème pour tous les États du monde entier. Alors pour la pédagogie quand même, dans votre ouvrage, vous faites une comparaison entre la fiscalité de première, deuxième et troisième génération. C'est quoi la différence? Bon, disons que pour comprendre, il faut se situer d'abord dans le monde après les 2 premières guerres mondiales. Parce qu'il faut dire que les institutions de coopération internationale qui régissent le monde aujourd'hui, c'est-à-dire le multilatéralisme, ont commencé à être mises en place après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire avec la Société des Nations Unies, et puis avec après la Deuxième Guerre mondiale avec l'ONU. Donc, toutes les institutions multilatérales qui régissent le monde aujourd'hui ont été mises en place justement à partir de cette période-là, à partir des années 1920. Et donc, pour moi, la première génération se situe avant justement le multilatéralisme. Et la deuxième génération, c'est avec les institutions multilatérales qui existent aujourd'hui et les règles qui vont avec. Moi, je pense à la troisième génération parce qu'en fait, cette deuxième génération est largement dépassée par rapport à l'évolution économique du monde. C'est-à-dire que ces institutions qui ont été mises en place dans les années 1920 ne peuvent plus régir le monde de l'année 2020. Donc en fait, elles sont dépassées, il faut repenser. Alors avant de repenser, insistons un peu sur ce rapport que vous opérez entre les ODD et le système financier, le système fiscal international. Est-ce qu'on ne peut pas dire, si on veut être un peu moqueur, que les ODD c'est une douce utopie? Parce que pensez, le développement pour tous, de tous, c'est de bonnes intentions, mais parfois formulées par des gens qui construisent la domination. Oui, mais ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le système des Nations Unies a compris que le destin de toutes les populations du monde est finalement lié. Nous sommes en train de vivre avec la maladie, la pandémie du coronavirus. Vous l'avez écrit, mais bon, on va revenir sur ça parce que ce n'est pas toujours aussi vrai. Oui, ils ont compris que quand bien même on veut dominer, ce n'est pas indiqué de laisser certaines personnes trop à la traîne, trop pauvres. Parce qu'ils vous envahiront toujours, ils vous poseront toujours un problème. Même dans votre village, quand vous avez des gens qui sont entièrement, totalement démunis, ils vous posent un problème. Donc, il faut un minimum de solidarité internationale pour s'assurer qu'on est en sécurité. Et c'est ça. Il faut laisser un peu de miettes aux parias pour qu'ils continuent à demander que ces parias aient encore un peu d'énergie, c'est ça? Je ne sais pas si on peut parler de miettes, mais toujours est-il que pour moi, les ODD, c'est un programme économique comme tout autre programme. Si vous raisonnez comme ça, même sur le plan local, chaque fois qu'on va lancer un programme économique, on va penser que c'est une utopie. Mais il faut toujours s'engager dans un projet comme celui-là et au terme de ce projet, vous verrez toujours qu'on a fait des avancées. Alors, le rapport entre les deux ODD et le système de troisième génération, c'est quoi? Le rapport, c'est que, en fait, comme je l'ai dit, il est question de trouver les ressources pour atteindre les objectifs de développement durable. Et la seule source de revenus pérenne pour les États, c'est l'impôt.
Et c'est pour ça qu'il faut... Et malheureusement, les objectifs de développement durable, ce programme est lancé au moment où les États ont toutes les difficultés du monde justement pour collecter l'impôt à cause de l'évasion fiscale internationale. Donc, on a envie de dire que, mais en fait, le projet arrive au mauvais moment. C'est pour ça que les États ont estimé donc qu'il faut revitaliser la coopération fiscale internationale pour permettre aux États de rattraper le retard qu'ils accusent par rapport à la fiscalisation des entreprises multinationales, par exemple, qui paient cette impôt, mais ne paient pas le montant qu'ils auraient dû payer, et surtout à l'endroit où ils auraient dû le payer. Et là, il est question justement, on pense beaucoup plus aux pays en développement comme les nôtres. Alors justement, nous, on vient de franchir la dernière étape de la mise en place de la décentralisation avec désormais les régions. Et beaucoup ont pensé que c'est le meilleur cadre pour les ODD, parce qu'effectivement, le développement local permet d'ouvrir, d'élargir au niveau de l'assiette des opportunités, donc le cordage. Alors, comment est-ce que ça peut se faire au niveau local? Comment comprendre tout ce que vous dites à partir d'une expérience pays comme celle du Cameroun? Oui, c'est pour ça qu'un projet comme les EDD est intéressant. D'abord, c'est quoi il faut d'abord comprendre, c'est que le développement durable. Le développement durable, disons que c'est une croissance économique qualitative. C'est-à-dire que là, on parlait de croissance économique seulement en termes chiffrés. Maintenant, on a associé la qualité à la croissance économique. À une croissance économique qui s'inscrit sur le long terme et qui permet aux États de trouver des solutions aux défis auxquels le monde est confronté. C'est-à-dire, vous avez la détérioration de l'environnement, vous avez justement la pauvreté, vous avez les changements climatiques, vous avez les questions de paix et de sécurité, vous avez l'énorme question des inégalités dans le monde. Vous voyez donc, si vous prenez déjà le développement durable dans ce sens, et c'est pour ça que les Nations Unies ont pensé dans le sens de sans laisser aucun pays, aucune région du monde, aucune personne en arrière. Et là, justement, la décentralisation est fortement intéressée. Peut-être avant d'arriver à la décentralisation, il faut faire le lien entre les ODD et notre projet national de développement. Parce que quand on parle des objectifs de développement durable, les gens voient ça très loin et pensent beaucoup plus au système des Nations Unies. Ils oublient qu'avant les ODD, le Cameroun, par exemple, avait déjà défini son programme économique de développement à l'horizon 2035, la vision 2035, qui s'intègre totalement déjà dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui s'intègre également aux EDD. Vous verrez d'ailleurs que la deuxième phase de la vision 2035 qui a été lancée, la stratégie nationale de développement 2030, son échéance correspond exactement à l'échéance des objectifs de développement durable. C'est-à-dire que quand on aura fini de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, c'est également l'échéance de la mise en œuvre des ODD. Donc, il y a un lien au jour d'aujourd'hui, puisque le Cameroun s'est engagé au niveau des ODD, il y a un lien entre le programme de développement durable, les objectifs de développement durable, et notre vision 2035 qui vise le développement du Cameroun à l'horizon 2035, le Cameroun pays émergent démocratique et uni dans sa diversité. Quand on a fait ce lien, on va donc voir les éléments de la décentralisation qui sont dans notre projet de vision. Et au jour d'aujourd'hui, justement, l'un des défis que pose la décentralisation, c'est de trouver la ressource pour donner aux communes et aux régions pour qu'ils assurent le développement local. Et cette ressource viendra toujours de l'impôt. Et oui, la coopération internationale peut aider en cela. Oui, bien sûr. Absolument. Alors, vous pointez la numérisation comme étant un avantage, mais aussi un frein. Vous attaquez ici le rejeton de ce petit désordre à travers le vocable d'évasion fiscale. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce désordre, comme une certaine entreprise qui a un slogan, on gagne même dans le désordre, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une structuration justement d'un incivisme qui profite? Est-ce que certains ne sont pas Janus biface, à la fois vertu devant et vice derrière, profitant justement de cette numérisation et cette évasion fiscale? Est-ce que c'est pas entretenu? Oui, c'est peut-être entretenu, mais le problème c'est qu'il faut voir le nombre de personnes qui gagnent. Justement, le danger, c'est que ceux qui gagnent dans cet environnement sont une minorité et la majorité tombe plutôt dans la pauvreté et dans la misère. Et c'est là où c'est dangereux pour l'équilibre du monde et même d'une société comme le Cameroun. Oui, mais ceux qui crient dans le monde entier avec nous, ne sont-ils pas ceux-mêmes qui encouragent ça? Je ne sais pas s'ils avaient prévu le développement actuel, s'ils avaient vraiment pensé que ça allait dégénérer comme ça se passe actuellement, parce que moi je pense que c'est en train de dégénérer. Donc est-ce qu'ils ont vraiment prévu tout ça? Je doute. Arrêtons-nous un peu sur la numérisation.
c'est la nouvelle chanson, c'est le disque qui passe, c'est le tube du moment dans le monde entier. Tout se numérise et on en vante d'ailleurs les fruits. Et vous arrivez pour dire, ah, attention, cette numérisation empêche de collecter l'impôt. Alors, on vous dira que c'est une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Disons que nous vivons dans une nouvelle société, dans un nouvel environnement. Il est question que tout le monde s'adapte à cet environnement, y compris l'administration fiscale. C'est-à-dire, le défi aujourd'hui, c'est on ne peut plus rentrer en arrière, il n'y a plus moyen de reculer. Le défi aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'État doit continuer à mobiliser les ressources fiscales dans cet environnement virtuel. C'est toute la question. Alors l'État se numérise, il numérise ses méthodes. Forcément, l'État doit se numériser pour pouvoir suivre ce qui réalise les opérations aujourd'hui que dans la numérisation. L'État n'a pas de choix. C'est pour ça que l'État même doit faire des investissements, son agénement dans la façon de fonctionner, faire beaucoup d'investissements pour avoir ses propres algorithmes, ses propres... comment on les appelle, applications informatiques qui permettent déjà de se gérer lui-même et de suivre les opérateurs économiques. On sait que c'est une bataille qui aussi est pavée de beaucoup d'intentions. On va dire qu'il y a des gens malveillants derrière. La mondialisation, les questions d'intelligence économique artificielle, le passage de l'homme biologique à l'homme machine. Enfin, bref, les GAFAM nous font voir de toutes les couleurs. En numérisant, est-ce qu'on ne se jette pas dans la Google du loup ? C'est une expression d'un auteur. Hein. Dans la Google du loup. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, hein, parce que personnellement, moi, je ne... Est-ce que les réticences des pays pauvres vis-à-vis de cette globalisation, de cette numérisation, ne s'explique pas par le fait qu'on risque d'être encore mangé? Alors allons prudemment. Est-ce qu'il est même possible d'être encore réticent face à la mondialisation et à la numérisation de l'économie? Moi, je pense que ce n'est plus possible de résister. Nous sommes déjà... comment je veux dire, engloutis dans la mondialisation. Vous n'allez qu'à voir même dans nos villages. Les petites opérations de rien du tout se passent à partir du téléphone. Qui d'entre nous peut encore se séparer de son téléphone? Personne ne peut se séparer de son téléphone. Donc nous y sommes déjà. Il n'est pas question d'être réticent. Il est question de s'adapter dans tous les aspects de la vie. Là, nous parlons de la fiscalité, même dans le cas de l'éducation de nos enfants, même dans le cas de la vie familiale. Le numérique nous a envahis et nous a pénétrés au point où nous ne pouvons plus nous passer de cela. Maintenant, il faut tout adapter. Alors, le numéro du numérique, c'est justement réalisé. Mais comment, cette fois-ci, et là, c'est votre proposition, penser une collecte de 3e génération? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Dans la collecte de 3e génération, il ne faut plus se limiter, il ne faut plus que le pouvoir de collecte de l'impôt soit limité au niveau des États. Puisque au jour d'aujourd'hui, on a affaire aux opérateurs économiques qui évoluent dans le monde entier, donc qui réalisent des opérations transnationales. Il est incohérent de garder le pouvoir de collecte de l'impôt sur le plan national, au niveau des États, pour suivre, pour fiscaliser les gens qui se déploient dans le monde. Ce que je propose dans le système fiscal de 3e génération, c'est que les États renforcent leur coopération internationale de telle sorte que certains impôts soient même collectés au niveau mondial avant d'être répartis entre les États dans lesquels ces opérateurs économiques évoluent. Sinon, comment vous pourrez faire pour les suivre? Oui, mais le disant comme ça, vous prêtez de bonnes intentions aux grands, aux puissants. Si c'est eux qui collectent, eux qui nous ont appauvris, eux qui sont quand même à l'origine de l'esclavage pour la naissance du capitalisme, vous leur donnez encore tous vos biens et toute votre âme, vous voyez bien que la solution devient un problème. Oui, il faut déjà comprendre que la plupart des entreprises multinationales sont d'origine occidentale. Hein. Ce sont les entreprises qui se déploient dans le monde. Comment vous allez faire si vous ne vous accordez pas avec eux pour que tout le monde reçoive la part du revenu en termes d'impôts qui revient à chaque État? Comment nous allons faire? Alors je vous faisais observer tout à l'heure que c'est parfois le cheval de Troie de ces bourreaux d'hier. En fait, le bourreau d'hier se transforme en multinational pour venir vous spolier. Vous pointez ici le fait qu'il est très difficile de les imposer. Oui, vous parlez de bourreaux d'hier. Moi, je continue à les considérer comme les bourreaux d'aujourd'hui. J'en parle dans l'ouvrage. Et justement, ces États puissants ne veulent pas nous aider même à bénéficier du montant d'impôt qui revient aux pays en développement comme
le nôtre. J'ai l'impression qu'ils sont un peu complices de leurs produits, de leurs entreprises nationales. Alors votre proposition, est-ce qu'elle va prospérer? Pour qu'ils payent le moins d'impôts dans les pays en développement que dans leur pays. Mais le problème, c'est que la mobilisation aide toujours à faire passer un message. C'est-à-dire qu'il est question de leur faire comprendre que le monde ne sera jamais en sécurité tant que tous les revenus du monde seront transférés à un endroit et que les autres seront très pauvres. Ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Et c'est nous, justement, des pays en voie de développement, qui devons attirer leur attention. Ils peuvent même le faire sans se rendre compte de la gravité de la chose. Est-ce que la solution ne serait pas que l'Afrique commence d'abord par se mobiliser et mobiliser ses impôts, à travers, bien sûr, le grand projet panafricaniste, la Renaissance africaine, qu'elle soit un bloc solide qui montre qu'elle peut jouer collectif avant de penser à se rallier aux autres? Mais c'est clair que pour bénéficier même de cette coopération internationale, il faut que déjà les pays africains se construisent en bloc. C'est-à-dire qu'il y ait d'abord une coopération même sur le plan régional en Afrique, qui va permettre d'abord à ce que tous les pays africains parlent le même langage face à ces grands. S'il n'y a pas déjà ce minimum-là, nous ne ferons même pas profiter de ce système fiscal international de troisième génération auquel j'ai fait allusion. Il est clair que c'est également un message que j'envoie aux gouvernants des pays africains pour qu'ils se mettent ensemble, d'abord pour parler d'une même voix et poser et comprendre que le problème qui se pose au Cameroun, c'est le même qui se pose au Congo et que ça ne sert à rien que chacun aille individuellement défendre ses petits intérêts, parce que si nous sommes victimes en fait du même système mis en place par ces... La malveillance, elle est, on va dire, congénitale. Elle surgit dans le monde avec l'humanité, c'est-à-dire les voies parallèles, les voies d'évasion fiscale et bien d'autres systèmes, voies de traverse. On le voit avec le financement du terrorisme. On essaie de voir comment traquer ceux qui financent autrement, qui passent par d'autres mécanismes. Et c'est dans le monde entier. C'est chez nous. C'est dans l'économie parallèle, l'économie du maquis et autres. Vous n'en parlez pas trop. Est-ce que même si on fait cette union mondiale, cette coalition mondiale, ça va empêcher les malveillants de faire aussi leur union sacrée? Oui, ça va les empêcher parce que déjà, le système auquel vous faites allusion, notamment les paradis fiscaux, on se rend compte aujourd'hui qu'ils mettent en danger tous les États du monde entier, y compris ceux qui les soutenaient hier. Quand on parle de terrorisme, juste là, on croyait que les victimes du terrorisme allaient se retrouver seulement dans certains pays. Mais depuis le 11 septembre 2001, on a compris que les terroristes peuvent porter leurs actions même à l'endroit le plus insoupçonnable. Donc, ne serait-ce de ce côté-là, et c'est pour ça qu'il y a un ensemble de réglementations qui ont été prises dans le monde justement pour surveiller les questions de financement du terrorisme et de circulation d'argent. Donc, en fait, toutes ces questions sont liées. Vous verrez que l'argent qui permet souvent de financer le terrorisme provient de l'évasion fiscale internationale. C'est parce que quelqu'un n'a pas payé l'impôt au Cameroun et qui se retrouve avec une grosse trésorerie quelque part, qui peut se permettre de financer des choses qui ne sont pas bien du tout. Sinon, à quoi va servir même cette importante trésorerie? Ça peut être aussi le fait du double jeu. Celui qui vous dit quelle est la vertu, c'est en même temps lui qui entretient le vice. Oui, et il y aura toujours ce genre de jeu dans le monde. Hein. L'être humain est ainsi fait. Mais le problème, c'est que les États ont la responsabilité de réduire au maximum ce genre de comportement. Ça, c'est de la responsabilité des États. Pour que les populations soient en sécurité, pour que le monde soit en sécurité, ça, c'est la responsabilité de l'État. Réduire comment on appelle ça, les extranéités économiques. Vous aurez toujours des gens qui trouvent leur compte en faisant plutôt du mal aux autres, en ne payant pas d'impôts, en tuant, en violant toutes les lois possibles. Mais la responsabilité des États, c'est de réduire au maximum ces extranéités. Et pour que les États aient de la ressource pour le faire, malheureusement, il leur faut collecter la ressource fiscale. On sort par là, la Covid-19, vous évoquez ça comme étant l'invité qui vient pratiquement un peu, presque tout rebattre comme carte. Est-ce que vous n'êtes pas très optimiste là? Est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Est-ce que les gens qui ont toujours voulu que le monde ne profite qu'à une minorité vont changer? Vous voyez ça venir?
La Covid-19 va nous permettre au moins de comprendre que nous sommes liés par un destin commun. Qu'on est fragile. Que nous sommes tous fragiles. Vous voyez justement, puisque je parle d'impôts, la Covid-19 a permis de comprendre que certains États qui croyaient avoir une assurance tout risque ne l'ont pas du tout. Malgré le fait que ces pays, eux, réussissent à mobiliser suffisamment de ressources fiscales, ils n'ont pas pu trouver la réponse exacte à la pandémie de la Covid-19 et sont plus en difficulté que nous, qui sommes peut-être sauvés par la nature ou la clémence de Dieu. Donc, la Covid-19 nous a remis au même niveau, à savoir que nous sommes tous des êtres humains dans notre fragilité et qu'il est question pour le monde entier, tous les pays du monde, de changer de paradigme. Absolument. Unissons-nous, on est fragile et ensemble on est plus fort. C'est ça le message. C'est ça le message. Merci beaucoup Alain Symphorien Ndjana-Biloa pour avoir voulu partager avec nous cette réflexion sur la fiscalité et l'impératif d'être solidaire. Je rappelle que vous êtes auteur de Un système fiscal international 3G pour financer le développement durable. C'est le 3e ouvrage, après les 2 qui sont pratiquement de part et d'autre de l'ouvrage, là sur le guéridon. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'était Célib qui chante. À samedi prochain.